1977, New York, studio de la chaîne NBC. Les portes couvertes de paillettes dorées s'ouvrent comme un rideau. Frank Abagnale s'avance sur le plateau. Il est un peu ébloui par la rangée de spots au-dessus des caméras. Dans les gradins, les spectateurs applaudissent. Frank lève les bras au ciel. Un sourire incrédule barre son visage. Ce moment, il l'attendait depuis toujours en fait. À cet instant, en direct sur la chaîne NBC, après 15 années de galère, la réussite lui tend la main. Il le sent dans ses tripes. Frank Abagnale est l'invité de l'émission jeu To Tell the Truth, toute la vérité. Le principe est simple. 3 invités racontent leur vie, 2 ont le droit de mentir, le 3e doit dire la vérité. 4 experts posent des questions afin de deviner celui qui ne ment pas. Ce jour-là, c'est Abagnale qui est le candidat honnête. Pendant 1 minute ou 2, le présentateur Dick Craven fait le cabotin. Puis, il pivote sur les talons de ses chaussures vernies et se tourne vers Frank. Je m'appelle Frank William Abagnale Jr. À 16 ans, je me suis fait passer pour un pilote de la Pan Am Airlines. À 18 ans, je suis devenu chef du service de pédiatrie d'un hôpital en Géorgie pendant 1 an. À 19 ans, sans avoir étudié le droit, j'ai passé le barreau de Louisiane et suis devenu adjoint du procureur général de l'État. À 20 ans, j'ai enseigné pendant 2 semestres dans une université de l'Utah. J'ai détourné plus de 2,5 millions de dollars en utilisant des chèques contrefaits dans 26 pays. J'ai été emprisonné 1 an en France, 1 an en Suède et 4 ans dans une prison fédérale dont je me suis évadé. Depuis ma libération sur parole, je me consacre à combattre le crime. L'ennui est qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'Abagnale vient de dire. Lui qui devait s'en tenir à dire la vérité a menti sur toute la ligne. Pourtant, quand l'émission s'achève, tout le monde croit à son histoire. Commence alors l'une des plus vastes arnaques de l'histoire. Celle que Steven Spielberg a mise en scène dans Catch Me If You Can. Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Cette heure de gloire, Frank en rêvait depuis des années. Depuis que ses parents, Frank Senior et Paulette, se sont séparés en 1964, quand il avait 16 ans. C'est à ce moment-là que Frank Junior commence à faire des conneries. Vol de voitures, petites arnaques et surtout, contrefaçon de chèques. Voler des chèques et les contrefaire, c'est son truc à Frank. C'est presque une obsession chez lui pour trouver un peu de fric. Au départ, Frank invente tout ça pour donner le change, pour échapper à une réalité familiale qu'il déprime. Comme le reconnaît Paulette, Abagnale, son fils, a toujours souffert de troubles psychologiques. Petit, il était déjà instable. Cela s'est aggravé en grandissant. Et cela lui vaudra de passer le plus clair de son temps en tôle, entre 1965 et 1974. Cette réalité alternative, Frank l'a construit à partir de 1975, en la construisant comme un puzzle. Il la situe sur une période de 10 ans, entre 1964 et 1974. L'une des pièces principales de ce puzzle est d'affirmer qu'il s'est fait passer pour un pilote de ligne à l'âge de 16 ans et qu'entre 1964 et 1965, il a sillonné les États-Unis, l'Europe et une partie de l'Asie dans les avions. Pour réussir cette imposture, il s'est acheté un costume dans un magasin de confection, puis il s'est procuré une carte d'identité et il a ajouté le logo de la Pan Am trouvé dans une boîte de modèles réduits. Grâce à ce subterfuge, il a voyagé dans 26 pays. Il est passé d'un aéroport à l'autre, d'un hôtel à l'autre, avec chaque fois hôtesse de l'air à son bras. La réalité est très différente.
2 enquêtes journalistiques réalisées en 1978 et les recherches d'un professeur de droit pénal présenté en 1982 ont montré que ces affirmations sont mensongères. Non seulement Abagnale ne pilote aucun avion entre 64 et 65, même pas en tant que copilote, mais il ne trompe pas non plus la vigilance du personnel de la compagnie aérienne. Au cours de l'année 1969, Frank Abagnale porte effectivement un uniforme de pilote. Des agents de la sécurité de la compagnie TWA et de Delta Airlines le repèrent en train de traîner dans différents aéroports américains. À l'époque, il n'a pas 16 ans, mais 21. Il ne fait rien de méchant, mais il a tendance à se montrer insistant, voire carrément lourdingue avec les hôtesses. Dans la réalité alternative de Frank, les femmes sont incapables de résister au prestige de l'uniforme. Les manches à galons dorés et la casquette à visière sont des aimants à gonzesses. J'ai interviewé environ 90 filles pour devenir hôtesse. J'ai choisi les 8 de celles que je voulais. Je leur ai dit qu'à la Paname, on faisait une campagne de publicité avec des prises de vue en Europe au cours de l'été. Je les ai convaincues de s'habiller avec des uniformes et hop, nous voilà partis. Elles ont voyagé avec moi pendant 3 mois et personne ne s'est aperçu de rien. J'engageais un photographe différent dans chaque ville pour les photos. Les jeunes femmes, précise Frank, étaient rémunérées avec des chèques contrefaits sur le compte de la Paname. Au cours de l'été 70, Abagnale traîne sur le campus de l'université de l'Arizona, vêtu de son faux uniforme de pilote de ligne. Il se présente au responsable des carrières de la fac et le persuade d'organiser des entretiens d'embauche. Au total, Abagnale interviewe 10 jeunes femmes, 7 le premier jour et 3 le second. Aucune ne donne suite à ses propositions. L'affaire en reste là. L'escroc n'a rien fait d'illégal. Toujours selon sa version des faits, Frank troque son uniforme de pilote pour une blouse de médecin fin 1965. Il se fait passer pour le chef du service pédiatrique du Cobb General Hospital de Marietta, en Géorgie. Pendant 1 an, il soigne des patients sans posséder la moindre connaissance en médecine. Frank a remarqué que la plupart des praticiens ont une écriture illisible quand ils rédigent les fiches de leurs patients. Pour donner le change, je faisais pareil. Je gribouillais des mots sur des feuilles de service et des ordonnances. Le New York Times a même publié des copies de mes ordonnances, affirme-t-il. Afin de limiter le risque d'être démasqué, Frank se fait affecter à l'équipe de nuit chargée de la formation des internes. L'ennui est que le Cobb General Hospital n'a pas formé d'internes avant 1968. De plus, aucun chef de service n'est affecté aux gardes de nuit. Cela fait partie de la politique de l'établissement. Interrogée en 1978, la directrice de l'hôpital précise qu'en 1965, il y avait 55 personnels soignants en activité et aucun ne correspondait à la photo de Frank Abagnale Jr. Quant au New York Times, il n'a publié aucune photo d'ordonnance, ne serait-ce que par respect du secret médical. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. De toutes les villes dans lesquelles il a vécu, Bâton Rouge reste celle où Frank s'est le mieux senti, le plus intégré dans la communauté locale. C'est là qu'en 1967, sous le pseudonyme de Robert Conrad, comme l'acteur des Mystères de l'Ouest, il a passé à 3 reprises le concours du barreau en l'espace de 13 semaines. L'examen en poche et sans connaissance juridique, il rejoint le bureau du procureur général de Louisiane. Là, pendant 1 an, de fin 1967 à fin 1968, il aide à rendre justice en poursuivant des criminels.
L'une des enquêtes journalistiques menées en 1978 par le reporter Stephen Hall du San Francisco Chronicle permet de faire la lumière sur ce troisième mensonge. L'un des procureurs adjoints confirme aux journalistes que personne du nom de Robert Conrad et personne ressemblant à Frank Abagnale n'a travaillé dans son service. J'ai une idée. Lance alors le procureur adjoint. Interrogez Abagnale et demandez-lui à quel étage se trouve le bureau de l'attorney général. Le bureau de l'attorney général de Bâton Rouge? À quel étage il se trouve? Mais il a toujours été au 2e étage, voyons. Les services du procureur général de Louisiane se situent au 22e étage d'un immeuble du centre-ville et occupent 2 niveaux. Dans son enquête, Stephen Hall contacte le département de recrutement des services judiciaires. Les concours sont organisés tous les 6 mois pour engager de nouveaux adjoints. Il est donc impossible de passer 3 fois le test sur une période de 13 semaines. La dernière position d'autorité occupée par Frank est celle de maître de conférence à la Brigham Young University, située à Provo, dans l'Utah. Bien qu'il ne possède pas de diplôme universitaire, Frank n'a aucun mal pour enfiler le costume d'enseignant. Un de ses amis lui a donné un tuyau. Il lui suffit de lire des passages entiers d'ouvrages pendant les cours et de demander ensuite aux étudiants de rédiger une dissertation. Le boulot ne lui plaisant guère, Frank ne reste que 2 semestres, de fin 1968 au printemps 1969. Comme preuve de son engagement, Frank possède une photo le montrant posant en prof de fac. La Brigham Young University a la particularité d'être une fac religieuse. Il est impossible de rejoindre le corps enseignant sans une lettre de recommandation de la part d'un membre de l'Église. Quant à la photo de Frank, on aperçoit en arrière-plan une canette de soda Mr Pibb, une marque qui n'a été commercialisée qu'à partir de juin 1972. Le dernier exploit dans la vie rêvée de Frank est celui qui le conduit sur le chemin de la rédemption, son évasion du pénitencier fédéral d'Atlanta. C'est là, derrière les barreaux, qu'en 1974, il décide de mettre son exceptionnel talent au service du bien, à la lutte contre les escrocs. Je suis le plus jeune détenu de l'histoire du pénitencier fédéral d'Atlanta. Personne ne s'est évadé de cet endroit depuis 1902. Je me trouvais là depuis 13 jours quand je suis devenu le premier à m'enfuir de ce pénitencier. Dans sa version, Frank se fait passer pour un inspecteur pénitentiaire et sort par la porte principale après avoir mystifié tout le monde. En réalité, Frank n'a jamais été détenu au pénitencier fédéral d'Atlanta. Il n'y a jamais eu d'évasion, par quelque moyen que ce soit à cette époque. Le directeur de la prison, Dwight Amstutz, est formel sur ces 2 points. En revanche, Frank a été détenu à la prison de Marietta, dans le comté de Cobb, en Géorgie, la ville où il prétend avoir été chef de service dans un hôpital. Il devait être jugé en février 1971 à Atlanta, mais a réussi à échapper à 2 gardiens qui remplissaient des formalités administratives en vue de son admission. Il est repris quelques jours plus tard et plaide coupable d'évasion. Confronté à toutes ces vérifications, Frank fait preuve d'un grand sang-froid. Il ne se départit pas de son sourire et de son air avenant. Les critiques qu'on lui adresse sont un mauvais procès. Ce que j'affirme est vrai. Ce sont les autres qui cachent la vérité parce qu'ils ont honte de s'être fait rouler dans la farine. L'argument de Frank est simple. La vérité fait peur à ses détracteurs. Non seulement Frank conserve son calme, mais mieux encore, il en rajoute une couche. À tous ces prétendus exploits, Frank apporte une touche finale à son histoire. Après des années de cavale, il accepte de se rendre à l'agent du FBI, Joseph Shea, qui, sans cela, ne l'aurait jamais attrapé. En remerciement, le bureau propose à Frank un emploi de consultant. Pendant 1 an, à titre bénévole, il rédige des programmes utilisés pour la formation des agents fédéraux. Il met aussi au point des procédures destinées à détecter les faux en écriture. C'est comme si vous demandiez à un voleur de voiture de vous faire un cours de mécanique. Cela n'a aucun sens. Ce que raconte Abagnale n'a aucun sens.
Ces paroles sont celles d'un agent spécial du bureau du FBI de Houston, au Texas, interrogé par le journaliste Stephen Hall. Cette vie que Frank s'est inventée, c'est celle qui est retracée dans son autobiographie Catch Me If You Can, Arrête-moi si tu peux, parue en septembre 1980 et reprise dans le film de Steven Spielberg, sorti en décembre 2002, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Comme il le reconnaît lui-même, Frank Abagnale est un escroc. Mais sa plus grande escroquerie ne se trouve ni dans les pages de son livre, ni dans les images du film, non. Sa plus grande escroquerie est d'avoir convaincu le public que cette histoire était vraie, alors que la réalité est nettement moins glamour et bien plus sordide.